Denis Barraduc. Jean-Claude Bernard. Yann Biron. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Présent. Lionel Cholon, je l'ai vu. Jean-Noël Clamour. Dominique Clamier. Jean-François Dassin. Jean-François Droit. Catherine Rudel. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Oui. Laurence Ducos. Dominique Faubé, si elle se rappelle. Mme Forestier. Marie Sortinao. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier. Hervé Gillet. Michel Latapi. Corinne Loland. Jean-Pierre Manson a donné pour procuration à Dominique Cavaillol. André Massieu. André Massieu. Bernard Mateil, il est là. Florence Meunier, Guy Moreno, Patricia Peigné, Jean-Marc Pelletan, Anne-Marie Penois donné procuration à Pascal Rappé, Jean-Claude Pérez, Maggie Perronin, Sylvie Porta, Alex Guérens, Denis Rennes, Jean-Patrick Soulet, Bruno Trénic a donné procuration à Jean Pelletan et Mathieu Truffard. Très bien. Jean-Gilbert Vapsal m'a donné procuration que le point secrétaire de séance, Sylvie Porta. D'accord. Information générale. Donc, je vous rappelle qu'il y aura un prochain conseil communautaire le 16 octobre à Podensac. D'accord. D'accord. Et un bureau des maires le 23 septembre à Podensac également. Et on aura en information générale, il y a eu la présentation du rapport sur le prix de la qualité des services rendus par le 1er octobre. Je pense qu'ils ont été transmis. La liste des décisions, alors comme d'habitude, c'est principalement des DIA. Hein. Donc, écoutez, moi je me mets à votre disposition sur les DIA, tout ce que demander, on les affiche. Oui, pour le rapport sur le prix et la qualité du service, en juin, je pense que vous vous souvenez, on a présenté notre rapport pour la partie rive gauche. Et tout ce qui est géré par la partie rive droite, c'est Moctom. C'est eux qui font le rapport sur le prix de la qualité des services. Et comme pour nous, pour la partie qui est gérée en régie, les communes ont été sollicitées. Le CMOCTOM, comme nous sommes membres, nous sollicite pour une présentation du rapport annuel dont donc, vous avez eu connaissance. Et du coup, je vous présente rapidement la version synthétique que vous avez reçue, donc vous avez dû le voir. Vous voyez le nombre de personnes qui ont été sensibilisées les 5750 personnes sensibilisées à la prévention, 644 composteurs distribués, 73 éco-manifestations et 35, presque 36 tonnes d'objets réemployés, donc zone de gratuité sur la déchetterie. Vous avez en bas, je ne vais pas vous les lire parce que c'est une longue litanie, vous voyez aussi bien que c'est plus simple que vous le lisiez vous-même, les ratios par habitant, hein, donc les OM, le sélectif, les points d'apport volontaires, et là j'ai un doute, je ne sais pas ce que c'est. Le recyclage. Ah, non, c'est le sélectif normalement, le vert.
C'est ce qui est apporté en déchetterie. C'est ce qui a dû apporter en déchetterie. Donc, on ne voit pas grand-chose, c'est tout petit quand même, désolé. Vous voyez, il y a des objectifs ici de réduction des quantités de déchets. Donc sur les DMA, il y a moins de 3%, il y a 88% du taux de valorisation. Il y a donc c'est 80. Alors, le résultat 2018, pardon, je redécouvre un temps de vous. Les indicateurs financiers, vous voyez donc tout flux confondu, le coût aidé par habitant, hein, de 115,71 €. La fiscalité donc, qui porte sur 9 356 000, donc c'est sur l'ensemble du territoire, hein, donc forcément c'est assez conséquent. Et ensuite, les données sociales avec un pourcentage d'emploi sur des travailleurs handicapés, et puis le nombre, donc 2018, d'accidents du travail, situé aux alentours de 46, avec arrêt ou sans arrêt, taux de fréquence et taux de gravité inclus. Donc, voilà, ça c'est le résumé. Le rapport complet, vous l'avez reçu également. Si vous voulez plus de détails, vous le retrouvez donc dans ce qui vous a été envoyé. Bon, très bien. On va passer au premier point de l'ordre du jour. En ce qui concerne donc l'approbation de la modification statutaire du syndicat mixte Sud-Gironde, et plus particulièrement la modification qui entraîne la création d'un article 5.1 indiquant que le pôle aura en charge différentes missions sur le plan climat, air et énergie territoriale. Donc il va falloir qu'on puisse délibérer là-dessus. Peut-être que Hervé Gillet, qui peut être encore pour quelque temps président du pôle, pourrait peut-être nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de cette modification et l'intérêt qu'il y a aujourd'hui de s'occuper de l'air, du climat, hein, dans ce cadre du PCL. Bien, merci Monsieur le Président. Le plan climat, air, énergie territoriale est en voie de finalisation. Il y a une nouvelle consultation citoyenne qui va se faire à partir d'un panel par tirage au sort aux propositions des communes qui ont été contactées pour affiner encore la démarche de concertation. Il débouchera ensuite sur un programme d'action, et ce programme d'action se mettra en place en fonction de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire toutes les actions que les communautés de communes pourront mettre en œuvre seront du ressort effectivement des communautés de communes, mais il y a certaines actions qui seront transversales à l'ensemble des communautés de communes concernées et qui pourraient être à ce moment-là mises en place par le pôle territorial. D'où la modification statutaire pour permettre au pôle de pouvoir les conduire. Il y en a notamment l'une d'entre elles, on devrait disposer, donc le comité syndical l'a validé à l'unanimité, d'un nouvel applicatif qui sera à disposition de l'ensemble des parties prenantes et des communautés de communes pour permettre de repérer dans l'habitat tous les habitats du territoire Sud-Gironde et de chaque communauté de communes qui ont des pertes énergétiques relativement importantes. Donc c'est un applicatif qui a été d'ores et déjà testé et confirmé. Et ça sera donc un outil d'accompagnement par rapport à des politiques de rénovation de l'habitat qui pourraient même venir en appui des propriétaires occupants pour pouvoir contribuer à programmer un ensemble de travaux. Or, pour le mettre en œuvre à l'échelle du territoire, même si ensuite il sera à disposition des communautés de communes, il nous fallait également la possibilité en termes de compétences de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il y a eu cette proposition de modification statutaire.
Enfin, je terminerai en disant qu'il y a aussi certaines actions qui commencent d'ailleurs à être opérationnelles sur l'émergence de nouveaux projets en termes de développement des énergies renouvelables et qui pourraient nous amener aussi, ou qui pourraient amener les futurs responsables à avoir besoin aussi de disposer de cette compétence pour accompagner au mieux ces projets. Merci beaucoup. Écoutez, donc le pôle effectivement a modifié donc ses statuts, le syndicat mixte nous demande effectivement de faire la même chose de telle manière que tout ça soit concordant. Il y a des remarques particulières sur cette délibération à prendre. C'est une délibération du pôle. Je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon s'abstient. Merci beaucoup. Point numéro 2, administration générale, modification des représentants du conseil de surveillance du centre hospitalier de Cadillac. Nous avions voté la dernière fois, effectivement, il y avait 2 candidats, Maryse Fortinon et Lionel Cholon. Maryse Fortinon ne peut pas siéger vu sa position par rapport à Cadillac qui a loupé son statut d'employé du centre hospitalier. Donc, il faut donc réélire un représentant en remplacement de Jean-François Dalcin, qui a donné sa démission du conseil de surveillance. Donc voilà, moi je vais faire un appel à la candidature. Est-ce qu'il y a des candidats? Monsieur Cholon, Madame Brudel, est-ce que vous voulez effectivement, chacun de votre côté, expliquer un petit peu vos motivations? Moi j'ai déjà expliqué, c'est 3 fois que j'explique. Donc à chaque fois il y a quelqu'un d'autre qui pense être mieux placé pour vous représenter au sein du conseil de surveillance. C'est mon point de vue. Moi je ne connais pas. Voilà. Bon, je ne connais pas ton point de vue, j'aimerais l'entendre. Bon, moi, si je me présente au sein du conseil de surveillance, je n'ai aucun tenant ni aboutissant pour le conseil de surveillance. J'ai personne qui travaille pour l'hôpital dans ma famille, personne qui y siège. Voilà. Je peux simplement dire que je m'occupe déjà, je suis présidente des maisons familiales rurales sur la Gironde et vice-présidente sur la Nouvelle-Aquitaine, donc je gère déjà 57 maisons familiales rurales. Donc j'ai une habitude de gestion, je l'ai remonté une d'ailleurs sur l'Entre-deux-Mers, qui est sur notre territoire. Je siège également à l'UDAF, donc je représente aussi les usagers dans le cadre hospitalier, sur l'union des familles aussi, parce qu'on a un national qui siège dans nos maisons familiales. Et voilà pourquoi je me présente en tant qu'élue communautaire également, et adjointe à la mairie de Péguin sur le conseil de surveillance de Cadillac. Voilà. Bon, il y a 2 candidats. Bien entendu, on peut procéder au vote de plusieurs manières, hein. Soit à main levée, soit à bulletin secret. Est-ce qu'il y en a qui veulent voter à bulletin secret? J'ai entendu oui? D'accord, il faut lever la main. Donc il y en a au moins un qui a dit qu'effectivement il voterait à bulletin secret, donc on va voter à bulletin secret. Aux 2 assesseurs, c'est parti, et on va faire appel. Vous ferez l'appel au fur et à mesure, ou alors vous me donnez la liste. D'accord, on va passer en l'air. Madame Rudel. Madame Rudel. Monsieur Cholon. Madame Rudel. Un blanc. Madame Rudel. Madame Rudel. Madame Rudel.
Monsieur Cholon, Madame Rudel, un blanc, Monsieur Cholon, Monsieur Cholon, Madame Rudel, Madame Rudel, Madame Rudel, Monsieur Cholon, un blanc, Monsieur Cholon, Monsieur Cholon, Madame Rudel, Madame Rudel, Madame Rudel. Ah non, c'est bon. Non, Madame Rudel. Monsieur Cholon. Madame Rudel. Madame Rudel. Monsieur Cholon. Monsieur Cholon. Madame Rudel. Madame Rudel. Madame Rudel. Madame Rudel. Monsieur Cholon. Monsieur Cholon. Madame Rudel. Et un blanc. Combien de blancs? 4. Suffrage exprimé, donc 37. 22 à 15. 22. Donc 4 blancs, 22 pour Madame Rudel. Et donc 15, il doit rester 15 pour Monsieur Cholon. Et 15 pour Monsieur Cholon. Bon. Écoutez, c'est Mme Rudel qui représentera le conseil de la communauté de communes de surveillance de l'hôpital de Cadillac. Prochaine délibération. C'est une décision modificative à la suite d'un certain nombre d'entrées financières, de réalisations financières, en particulier le Fonds national de péréquation de la soutien intercommunal pour 63 280 €. Considérant aussi, nous avons fait un point de 1 050 000 qui a été versé le 20 août 2009, avec une première échéance le 1er décembre 2019. Concernant les travaux supplémentaires relatifs à la réhabilitation d'une habitation en local point d'accueil jeune à Cadillac, enfin les travaux de mise à jour sur l'actif de la collectivité, le besoin d'intégrer les écritures budgétaires sur les comptes du chapitre 23. Donc en section de fonctionnement, dépenses. Ce budget de fonctionnement s'équilibre à 63 280. L'essentiel des recettes étant ce que je viens de vous dire, le FIC. Alors dépenses imprévues 31 531, virement à la section d'investissement 27 723, intérêts réglés à l'échéance 2976 et autres charges financières 1050, ce qui fait 63 280. En section d'investissement, le budget s'équilibre à 1 241 915,44. En dépenses, frais d'études 119 068,18. Terrain de voirie 108 207,36. Immeuble de rapport 980 139,42. Autre installation matériel outillage 540 €. Autre immobilisation corporelle 5 237,48. Remboursement de points en capital 13 125 et construction 14 598. Ces dépenses sont compensées par des recettes. Alors l'environnant de la section de fonctionnement qu'on avait tout à l'heure à 27 723. Aménagement, agencement et aménagement de terrain
pour 953 253,42. Excusez-moi. La construction pour 227 815,54. Nomination corporelle reçue au titre de mise à disposition 32 123,48. Ce qui fait un budget d'investissement équilibré à 1 240 915,44. Je propose qu'on passe au vote. Oui, pardon. Juste deux questions. Monsieur le vice-président, vous pouvez nous préciser les 980 000 € de dépenses d'investissement sur l'immeuble de rapport, à quoi ça correspond? À la réalisation c'est la halte fluviale. Voilà. 900, c'est la halte fluviale. Ça doit être sur une fois. Je ne saurais pas pourquoi. Comment? J'ai retrouvé dans les listes, c'est la halte fluviale. C'est vrai qu'on n'a pas fait le point avec Nathalie, mais bon, je pensais qu'effectivement c'était quelque chose qui était attendu, donc ça correspond effectivement le 23-12 à l'acte fluvial. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vais vous demander de passer au vote là-dessus. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Monsieur Manceau. Monsieur Cavaillol. Monsieur Rappé. Et puis Marie Penot, François Dalcin, Madame Ducos et Mathieu Truchard. Jean-Claude Bernard, je ne l'ai pas dit? Eh bien voilà, je le dis, Jean-Claude Bernard. Merci. Bon, la personne du port de Cadillac, la personne du produit ABNF. Bon, alors il y a eu, pour ces émissions, comme vous pouvez dire, un des ajustements budgétaires, en précédant l'ouverture de crédit au budget positif, du budget ponton de la manière suivante. En dépense, 2500, charge exceptionnelle, auto-charge exceptionnelle, 2500 €. En recette, autoproduit exceptionnel, 2500 €. Voilà. Là, il s'agit, sur l'ancien ponton, vous savez, on avait une passerelle qui a été démontée. Et elle a été revendue. C'est vrai qu'elle n'était pas en très très bon état, mais elle a été revendue. Des gens qui l'ont pris vont la réparer, l'ont emportée. Et le prix de la vente s'élève à 2500 €. Donc c'est la décision modificative numéro 1. Qui est-ce qui a des questions là-dessus? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Chausselin. Oui, alors donc comme chaque année, on signe une convention avec Victed. Je vous rappelle que dans le cadre de CISPD, Victed est une association qui aide aux victimes et donc qui propose des permanences juridiques et aussi en termes d'action. Hein, ils nous accompagnent. On a eu plusieurs cas où Victed a fait des accompagnements efficients. Voilà, alors donc c'est le renouvellement, comme chaque année, annuellement, on signe la convention. Voilà. Je pense que cette libération doit pas poser de problème particulier. Il s'agit de la reconduction effectivement de la participation avec Victel, qui compte cette libération. Qui s'abstient. Merci beaucoup. Monsieur Gauthier. Donc, deux délibérations concernant l'éducation artistique et culturelle. Je vous rappelle que nous travaillons dans le cadre d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle avec le Réolien Sud-Gironde. Il vous a été envoyé donc un petit élément, donc quelques éléments de chiffrés, un tableau. Je trouve ça toujours intéressant de dire quelques mots là-dessus. Donc, il y a à peu près 1450 enfants donc, qui ont été touchés par ces actions pour les deux communautés communes, dont plus de 900 donc, pour notre communauté commune. Donc 900 enfants de la communauté commune Convergence-Garonne ont bénéficié de cette politique d'éducation artistique et culturelle, soit 21 classes du territoire. Donc ça va de la maternelle au primaire. Donc il y avait aussi des classes de collège donc, de Cadillac et de Pedansac. Donc ça c'est
de nouveau l'année dernière, c'est un très positif. Et aussi, on a réussi à toucher une classe de 3e dans le collège de Cadillac cette année. Ça sera probablement le collège de Podensac l'année à venir. Rentrer dans les collèges, ce n'est pas chose aisée, donc je suis assez satisfait de cet aspect-là. Les structures communautaires ont également bénéficié de cette éducation artistique et culturelle, puisque 4 centres de loisirs, 4 rames, 4 multi-accueils, donc, plus les ados du plage, ont bénéficié également de cette politique d'éducation artistique et culturelle, donc ça c'est aussi tout à fait important. Je voulais également dire que dans ce contrat, on essaye de s'appuyer le plus possible sur les ressources locales. Si vous avez regardé un petit peu le petit diaporama que vous avez vu, donc bien sûr, on s'appuie sur le réseau avec le public, services communautaires, mais aussi sur la salle de la Forge, mais aussi sur le château de Cadillac, aussi sur le Ciné-Luxe, aussi sur l'île Raymond. Donc on essaye de plus en plus donc, de s'appuyer sur les ressources dont bénéficie notre territoire. Je fais une petite parenthèse sur la Forge, parce que j'ai il y a quelques instants que c'est un des partenaires. Nous avons fait le bilan récemment dans la dernière commission, donc de la semaine dernière, sur la participation, puisqu'on a signé, vous en souvenez peut-être, une convention avec la Forge. Et dans les spectacles donc, proposés par la communauté commune dans la salle de la Forge, on a un taux d'occupation de 92%. Oui, c'est tout à fait satisfaisant aussi. Donc, je voulais profiter d'avoir la parole pour digresser un petit peu là-dessus. Donc 2 délibérations en ce qui nous concerne. Le premier, donc, c'est pour autoriser le président à signer la convention d'entente intercommunale donc, entre les 2 communautés de communes, comme l'agence Garonne et Réolais-en-Sud-Gironde. Je rappelle que le but principal de cette entente, c'était de pouvoir mutualiser un emploi, puisque nous avons une personne qui travaille donc, une journée à la Réole et une journée donc, à Podensac pour cet aspect-là, donc à temps partiel sur ce point-là. Donc la gouvernance de cette entente, c'est 3 élus de chaque côté. Donc, il y a une réunion donc, le 19 juin, c'est une réunion une fois par an, donc c'est plus symbolique qu'autre chose. Donc nous étions avec Madame Porta. Et donc, ensuite, on vous demande donc d'autoriser le président à signer la convention. En fait, cette convention, elle a été signée pour 3 années, mais comme c'était quelque chose de nouveau, de mutualiser un emploi sur 2 comités des communes, les élus, il y a un an, donc, ont préféré mettre dans l'article 7, je vous le dis, une reconduction express par période de 12 mois. Donc, pour être sûr qu'on était bien dans la volonté mutualisée que ça fonctionnerait, on redemande donc au conseil communautaire de revoter cet rapport, tout simplement. C'est la reconduite, mais simplement, comme l'article 7 c'est précisé comme ça, il nous faut revoter. Moi je vous propose effectivement qu'on passe au vote sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup à l'unanimité. L'autre délibération, donc une délibération aussi proposée chacun des conseils communautaires. Maintenant le tableau peut-être c'est peut-être plus intéressant. Voilà. Puisqu'il s'agit donc des demandes de subventions, vous voyez, donc aux différents partenaires. Je voudrais juste dire que c'est assez compliqué, en fait, ces demandes de subventions, parce que les différents partenaires fonctionnent à des rythmes différents. Vous savez, nos collectivités fonctionnent sur des budgets donc en année civile. Mais par exemple, l'éducation nationale, avant, elle demandait aux enseignants de s'inscrire au mois de juin. Maintenant, ils sont en train de s'inscrire, c'est au mois de septembre. Donc c'est compliqué, parce que le département, par exemple, ou la DRAC, nous demande de nous positionner au mois de juin. Donc il faudrait qu'au mois de juin, on ait déjà voté ça, ce budget, sans savoir le nombre de classes, le nombre d'élèves concernés. Donc on a toute une série de problèmes comme ça. On essaie de faire en sorte que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on puisse harmoniser les choses. Et voilà, je vous fais grâce des détails, mais c'est pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais si vous regardez donc 2 choses, c'est donc la somme totale donc à 52 248 €. Regardez le reste à charge donc, pour la communauté des communes qui est de 9 487 €. Comme vous pouvez le constater, c'est très très bien subventionné donc, par les différents partenaires qui apparaissent donc, à l'écran. Simplement, la nouveauté par rapport à la délibération de l'année précédente, c'est qu'on nous a demandé de faire apparaître, de valoriser l'ingénierie, donc les personnes qui travaillent pour le projet donc, à hauteur de 0,7 équivalent temps plein. Ça doit apparaître donc dans la délibération, c'est ce que vous a demandé cette année en plus. Voilà, mais autrement, c'est une délibération annuelle pour demander des subventions aux différents partenaires qui sont à l'écran et qui sont dans le cadre. Bon voilà, demande de subvention dans le cadre de ce contrat. Des remarques, des questionnements, plus de demande d'explication. Non? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Développement économique, donc délégation signature au président pour la vente de l'eau à la zone d'activité de Coudanne. Donc écoutez, les ventes continuent sur Coudanne, on espère qu'effectivement ça va aller au bout. Là on a des perspectives,
prend des perspectives sur 3 lots, un seul propriétaire sur trois lots, un seul acquéreur sur 3 lots. Donc il faut que vous m'autorisiez effectivement à pouvoir signer toutes les pièces afférentes à ce dossier pour qu'on puisse vendre ces lots. Voilà, oui, monsieur Cholon. Je voudrais savoir si les lots qui sont vendus sont pour des entreprises qui avaient l'air de poser problème à Andiras quant aux véhicules qui allaient... Jean-Marc Pelletan va vous répondre, monsieur Cholon. Oui, j'ai rencontré le président, enfin le directeur de cette entreprise. En fait, c'est 2 camions le matin, c'est tout. Donc voilà. Voilà. On m'avait parlé de 17 camions, je crois. Mais non, en fait, c'est que 2 camions. Ça m'a rassuré. Merci. Vous êtes rassuré, M. Cholon, par rapport à ça aussi, hein, c'est important. Merci. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère à l'unanimité. Mylène Doro. Alors, la délibération numéro 9 sur les déchets ménagers est une autorisation de signature par le président de la mise à disposition de la déchetterie de Lucton. C'est tout simplement une convention qui doit être retoilettée et c'est une simple mise à jour de cette convention. Depuis l'évolution, les évolutions que nous avons eues sur notre CNDC, elles n'avaient pas été refaites. Donc il faut revoir la dénomination, les infrastructures, les voiries qui nous sont décernées, qui ont bougé. Voilà, c'est tout simplement pour retoiletter et re-signer cette convention donc qui a été proposée et validée par le comité syndical de Luctom le 12 juin dernier. C'est vrai qu'au niveau de cette déchetterie, la convention, la mise à disposition était quand même assez vieillotte et la déchetterie avait un petit peu évolué. Luctom a fait procéder à un levé topographique, ce qu'on appelle un levé régulier, de telle manière à bien délimiter la partie qui est utilisée par la communauté de communes au niveau de cette déchetterie. Donc la convention a donc été un petit peu remodelée par rapport, en précisant bien les choses et les droits et les devoirs de chacun, c'est ça, hein, Mylène? Oui, et ça a été validé au dernier conseil syndical de Luctom. Donc voilà, est-ce qu'il y a des remarques que vous voulez avoir d'autres éléments? Par rapport aux dispositions de benne, si vous voulez un peu plus, nous avons demandé un petit peu plus d'espace sur le derrière, enfin sur le côté, hein, de façon à pouvoir mettre une ou 2 bennes supplémentaires. Voilà, donc tout ça a été acté par le conseil syndical, a été accepté, et c'est juste pour intégrer tous ces nouveaux éléments dans la nouvelle convention. On vous demande de me permettre de signer la convention. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Délibération numéro 10. Alors la délibération numéro 10 est une délibération, comme vous l'avez vu, de principe, où nous devons acter le retrait de Luctom du traitement et de la valorisation des ordures ménagères. Un petit point rétroactif, si vous le voulez. La CDC Convergence Garonne doit avoir la compétence obligatoire de collecte et de traitement des déchets ménagers. Sur les 2 syndicats, CEMOCTOM et SICTOM, elle a été complètement déléguée. Par contre, sur la partie Convergence Garonne qui nous concerne, elle n'a été déléguée que partiellement sur le traitement. Et c'est une chose que nous ne pouvons pas faire en 2 temps, c'est câble. Il faut que nous reprenions donc la compétence entière, aussi bien de collecte et de traitement des ordures ménagères. Ce fait a été donc acté par le conseil syndical de Luctom du 9 septembre dernier, donc qui a acté l'arrêt de l'activité du traitement et de valorisation des ordures ménagères et des déchets assimilés. Voilà. Donc c'est une délibération uniquement de principe que nous devons prendre pour acter le fait du retrait de cette compétence à Luctom et la reprise par la CDC Convergence Garonne.
Donc il y a par contre une procédure de dissolution qui est à venir, hein, donc il faut acter cela, et l'UCTOM ensuite a une procédure de dissolution qui va être portée devant la préfecture et qui va, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, hein, ça va perdurer dans le temps de façon à ce que toutes les dispositions de l'actif de l'UCTOM puissent être ventilées. Voilà. Donc, tout simplement pour que nous puissions donc acter, et une convention, c'est surtout une convention d'ordre technique hein, que nous avons à acter par rapport à cela. Je ne sais pas si le président a quelque chose à rajouter. Non, j'ai rien de plus à rajouter par rapport à ça. Mais on avait à un moment donné une superposition de compétences. Aussi bien la communauté que l'UCTOM, effectivement, s'occupaient au travers de leur statut du traitement. Et c'était quelque chose qu'il fallait aussi toiletter. Après, c'était aussi un petit peu compliqué parce que l'UCTOM, aujourd'hui, c'est lui qui devait effectivement adhérer à la SPL. Et l'UCTOM n'a pas effectivement jugé bon d'adhérer à la SPL. Donc il y a effectivement là une ambiguïté qui va être complètement levée par rapport à ça. Ceci dit, effectivement, on continuera à travailler avec la communauté de communes de Montesquieu pour le traitement des ordures ménagères. Il va y avoir des marchés qui vont être passés, que la communauté de communes, c'est après, la communauté de communes effectivement, de Montesquieu s'est engagée pour faire un travail d'ingénierie par rapport à ça. Donc voilà, cette délibération, c'est donc la dissolution de l'UCTOM qui est en marche. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Concerne plus particulièrement la rive gauche. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Bernard, Monsieur Manceau, Monsieur Cavaillal, Monsieur Clavier, Monsieur Rappé et Madame Pelon. Voilà. Merci. Donc, comme nous en avons déjà discuté tout à l'heure dans la délibération précédente, donc la communauté de communes Convergence-Garonne a transféré sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers au SICTOM. Elle a délégué cette semaine, enfin là c'est pour autoriser à signer 2 conventions. Le président a signé 2 conventions, une avec le SICTOM et la délibération d'après, donc avec le CEMOCTOM. La première donc, concerne le SICTOM, qui a donc une compétence sur la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Et quand nous intervenons maintenant avec la fusion sur ce territoire, il peut y avoir des mises à disposition de matériel, de moyens humains, de bacs, et le président est amené à signer une convention de partenariat. Il faut tout simplement l'en autoriser. C'est des choses qui se pratiquaient, mais il n'y avait pas de convention formulée pour cela. C'est donc pour être tout à fait légalement, quand il y a des demandes, pouvoir apporter une réponse positive, travailler avec le SICTOM et le CEMOCTOM, on le verra tout à l'heure, mais que le président donc, puisse signer cette convention d'ordre technique pour les frais de matériel. On le voit sur certaines manifestations. Sur Sainte-Croix-du-Mont, il y a eu des frais de matériel quand il y a des manifestations avec Ortera notamment. Voilà, quand il y a cette manifestation sur Sainte-Croix-du-Mont, du matériel est traité, des agents aussi peuvent intervenir. Je sais pas si tu as traité les 2 délibérations en même temps, parce qu'elles sont en miroir quand même. Elles sont en miroir, ce sont les 2 mêmes délibérations. Une pour le SICTOM, uniquement pour la commune de Sainte-Croix-du-Mont, vous l'avez bien compris, et l'autre avec le CEMOCTOM pour toutes les autres communes de la rive droite, sauf, bien entendu, Sainte-Croix-du-Mont. Moi, ce que je vous propose, effectivement, comme c'est 2 délibérations miroirs et 2 délibérations qui sont identiques, c'est de voter l'une après l'autre. Donc, pour la délibération numéro 11, qui est contre, qui s'abstient, Monsieur Clavier, je considère que le reste est pour. Et en ce qui concerne la délibération numéro 12, donc avec le CEMOCTOM cette fois-ci, qui est contre, qui s'abstient, Monsieur Cholon et Monsieur Clavier. Merci beaucoup.
Jean-Marc. Oui, il s'agit d'adopter le règlement intérieur des accueils du loisir. Alors c'est pas quelque chose qu'on modifie, qu'on signe toutes les leçons, mais cette fois-ci il y avait quelques modifs, en particulier le système de facturation. L'année dernière on avait remplacé cette facturation en prépaiement, ceci pour éviter les non-valeurs, ou tout au moins limiter les non-valeurs, mais ça demande trop de personnel et trop de travail. Donc on revient en termes échus. La deuxième principale, c'est l'instauration d'une date butoir pour les paiements, puisqu'on passe en termes échus. Et enfin, l'annulation de l'inscription plus tard, une semaine avant la période de vacances concernée. C'est-à-dire qu'après cette semaine, ça sera malheureusement facturé. Voilà les principales modifs sur le règlement intérieur des accueils de loisirs. Bon, trois points. Hein. Ça a été vu en commission, me dit Jean-Marc. Donc je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jean-Marc, on continue. Oui, et donc la deuxième délibération, c'est la signature. C'est autoriser notre président à signer la convention avec la CAF, la Caisse d'allocation familiale, pour le contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire le CDAS. C'est ni plus ni moins la subvention que verse la CAF aux plages, c'est-à-dire au point de loisirs et d'accueil des jeunes, qui bientôt, du moins je l'espère, s'installera à la Villa Rosa. Bon, pas de remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Je redonne la parole à Mylène Doro. On a commencé à parler effectivement tout à l'heure du marché public et de la formation constitutive du groupement de commandes pour le traitement des odeurs ménagères. On y vient avec la communauté de communes de Montesquieu et son président Christian Tamarel. Je vais vous présenter en gros ce groupement de commandes qui va être... nous allons donc continuer malgré l'arrêt de l'UQTOM à travailler avec la communauté de communes du Montesquieu. Il faut savoir que le groupement de commandes a été dénoncé par le CEMOCTOM puisque la communauté de communes de Montesquieu, par le biais de l'UQTOM, n'a pas voulu s'engager sur la SPL. Donc nous avons, nous, effectivement, un marché qui arrive à son terme le 31 décembre 2019. Et comme nous sommes liés par le biais, effectivement, du CEMOCTOM, il y avait deux communautés de communes, la communauté de communes de Montesquieu et la communauté de communes Convergence Garonne. L'une n'allant pas sur le groupement de commandes, nous nous retrouvons dans la même situation. Donc nous nous retrouvons au 31 décembre à ne plus avoir de groupement, enfin de contrat de signer pour ce groupement de commandes. Donc nous avons vu, et en relation avec l'UQTOM, qui va disparaître, et la communauté de communes de Montesquieu, qui effectivement s'est engagée à maintenir et à prendre en charge ce groupement de commandes qui serait effectivement pour nos deux communautés de communes. Donc vous avez un petit peu dans le détail que ce groupement de commandes ferait l'objet d'une convention constitutive entre les deux présidents, M. Tamarel d'un côté pour la communauté de communes de Montesquieu et Bernard Mateil pour la nôtre. La partie de Montesquieu s'occuperait effectivement de faire les appels d'offres, tout ce qu'il y aurait à faire au niveau administratif, et ensuite chaque communauté de communes signerait de chaque côté ses propres marchés avec les nouveaux organismes, on va dire, retenus suite à appel d'offres. Il y aura donc cette convention et par rapport à ça, puisqu'il va y avoir donc des appels d'offres sur la convention, il va être notifié qu'il va falloir nommer deux personnes, un titulaire et un suppléant par rapport à cette commission d'appel d'offres et à l'ouverture des plis. Alors, une proposition a été, une interrogation a été faite auprès de la commission. Ce que moi je vous proposerai de reconduire, si vous en êtes d'accord,
c'est les personnes qui étaient déjà déléguées au groupement de commandes qui étaient avec le CEMOCTON. J'étais représentante en titulaire à la commission d'appel d'offres et ma suppléante était Marie Fortino. Donc c'est les personnes que je représenterai pour représenter sur ce nouveau groupement de commandes. Est-ce qu'il y a des interrogations complémentaires, des points que le président voudra apporter par rapport à ça, des points aspects juridiques peut-être en plus, non par rapport à la convention, non, ou d'autres candidats qui voudraient effectivement se présenter pour faire partie du groupement commun. Moi, ce que je voudrais dire surtout sur cette affaire de Luctom et du mouvement de commande, c'est que quelque part, il y a eu de très bonnes relations et de très bons contacts avec la communauté de communes de Montesquieu qui ont abouti effectivement à ce travail. Montesquieu va prendre une délibération concordante, je crois que les choses sont calées. C'est Hélène Schwartz qui se charge effectivement, avec ses services, de mettre en place effectivement ce groupement de commandes. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez important et assez remarquable. Voilà, tout ce que je voulais dire par rapport à ça, le reste tu l'as dit bien, il n'y a pas de souci particulier. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Non? Je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Clavier et monsieur Rappé ou Penaud? Rappé. Merci. Allez. Oui, donc il s'agit de vous proposer la résiliation du marché concernant l'étude et la mise en œuvre de l'élaboration du PLU de Paillé. Comme vous le savez, donc la CDC avait repris la compétence en cours concernant cette élaboration du PLU et pendant cette exécution du marché, donc le CEREMA, c'est-à-dire le Centre d'études expertise sur les risques et l'environnement, la mobilité et l'aménagement, donc avait mené une étude et a rendu une étude cartographique donc qui amène donc à restreindre une grande partie des zones constructibles de Paillé. Donc la municipalité, enfin suite au ruissellement et aux événements de 2014, cette étude donc remet en cause le projet communal et donc la mairie de Paillé nous a demandé donc de mettre un terme à ce marché et donc de reprogrammer une étude complémentaire dans le cadre du PLUI de manière à pouvoir redéfinir un petit peu plus précisément ce qui est possible de faire ou pas sur ces zones impactées. Parce qu'aujourd'hui, vu le rendu de l'étude CEREMA, on ne peut plus rien faire sur les zones qui sont zonées en bleu là, sur cette fameuse étude. Voilà, donc dans le cadre du marché, il était prévu donc de pouvoir résilier ce marché, donc, et donc le conseil communautaire donc, doit décider de résilier ce marché et vous propose donc de délibérer cette délibération. Bon, voilà, je crois que tout a été dit par rapport à ça. Jérôme, peut-être que tu peux rajouter un petit peu par rapport aux soucis, est-ce que tu vis actuellement sur Paillé, parce que pour avoir suivi des commissions, je me rends compte que le cabinet CEREMA, quelque part, il a pris un grand parapluie. Donc elle a bien résumé, mais pour tout ça, donc étant de juillet 2014, le CEREMA donc, a fait une étude dans un premier temps. Ils ont prévu très large, en fait, tout ce qui a ruisselé d'une manière ou d'une autre. Et il faut imaginer donc que la commune, alors c'est un peu le cas aussi de la commune de l'Estac, puisque nous avions fait une démarche avec Guy Moreno et Bernard Bataille auprès des services ADTM pour voir ce qui était faisable de faire ou pas. Donc dans la plupart des zones communales, alors je vous fais grâce du PPA de la Garonne déjà, mais tout le reste donc est un tas de construction, toute forme de construction, y compris garage, y compris voilà, les annexes. Donc c'est pour ça que le PLU devient évidemment stupide et complètement caduc, il n'a plus aucun intérêt. Donc c'est pas très agréable pour la commune n'a pas une grande superficie, elle n'a déjà pas beaucoup d'espace, et en plus les gens sont bloqués pour tous les projets. Donc, et a priori, là, ils ont pris un principe de précaution extrêmement large. Tu parles de parapluie, c'est un énorme parapluie qu'ils ont mis en place, avec donc une interdiction totale de tout type de travaux. D'où l'aberration, évidemment, et le souhait de la commune d'arrêter ce PLU, parce que ça n'a pas de sens. J'espère qu'il y aura un travail qui sera fait un peu plus fin pour essayer de dégager certaines zones. Il y a des pistes qui commencent à se dégager un petit peu, mais il faut pouvoir valider tout ça. Donc là, oui, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le cadre du PLU, il va falloir qu'on engage une étude complémentaire qui permette de définir un petit peu des seuils éventuellement et de préciser quels sont les risques sur tel ou tel secteur
de manière à éventuellement pouvoir autoriser quelques constructions avec des contraintes particulières. Il y a quelque chose, Guy? Non, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Sur l'habitat des possibles, le projet, j'ai un rendez-vous avec effectivement les gens de la DTM et puis M. Suzanne, le sous-préfet. Et j'avais effectivement, il m'avait dit de signer le permis de construire avec certaines obligations légales. Je passe un peu sur la hauteur des prises, voilà, des éléments hydrophobes au niveau des matériaux et tout. Et suivant la seconde réunion que j'ai eue avec lui, sachant que mon village maintenant est à 95% inconstructible, qu'il y a des maisons qui n'ont pas été touchées du tout par l'eau et qu'il a marqué, et notamment le siège de la communauté de communes, puisque le lendemain de la catastrophe, on s'était réunis au siège de la communauté de communes pour faire le bilan des catastrophes. Il y avait quand même 9 maires qui étaient présents. Je leur ai dit que sur notre honneur, il n'y avait pas une goutte d'eau. Donc il est revenu sur sa position et il m'a dit effectivement, vous faites abstraction de toutes les conditions que je vous ai dit, puisque on est dans l'illogisme, où vous n'avez pas vu d'eau et vous signez le permis de construire, et après moi, c'est moi qui vais être ennuyé, parce que après c'est moi qui vais avoir au niveau de la, comment dirais-je, du contrôle de la légalité, c'est moi qui prendrai responsabilité. Je lui ai dit, bon, j'ai signé. Voilà. Mais effectivement, on est dans une situation qui ne peut pas... Bon, les eaux de ruissellement qu'on a pu connaître n'ont jamais pris des virages. Ça ne tourne pas comme ça, hein. Ça veut dire que ça va tout droit quand ça ruisselle. On en est témoin. Et donc, effectivement, il y a des aberrations quand même, hein. Il y a des endroits qui ont été vraiment très touchés et d'autres qui n'ont pas été touchés du tout et qui se retrouvent... Alors, moi, j'avais un genre de pétition qui s'est mis en place parce que les gens qui veulent revendre leur maison, à partir du moment où vous avez ça sur le dos, ben, la valeur de votre maison diminue d'autant. Et donc ça, il y a 5-6 maisons qui sont touchées, qui n'ont jamais eu l'eau et qui sont... Voilà. Moi, je pense que là, le vrai problème au niveau des maisons, c'est surtout, je lui ai dit, hein, allez voir les maisons qui ont contacté leur assurance quand même. Parce que à partir du moment où vous êtes un peu inondé, où vous avez beaucoup d'eau chez vous, en général, vous vous rapprochez de votre assurance. Voilà. Qui s'abstient? Bon, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Là, c'est la reconduction du marché qui, en passant à venant pour reconduire un petit peu le marché d'une année, c'est ça, qui concerne la téléphonie filière, la télécommunication mobile et les interconnexions de sites et accès Internet. Là, c'est la reconduction du marché qui, en passant à venant pour reconduire un petit peu le marché d'une année, c'est ça, qui concerne la téléphonie filière, la télécommunication mobile et les interconnexions de sites et accès Internet. C'est un marché qui était passé à la société SFR Business, et le lot 3 c'était la société Adista. Donc on le prorogerait jusqu'au 31 mai dans le but de passer un nouveau marché à cette époque-là, pour pouvoir effectivement recaler un petit peu les choses, et que lorsqu'on en saura un petit peu plus comment on peut fonctionner au niveau de nos divers bâtiments. Donc voilà, c'est simplement une prorogation de marché jusqu'au 31 mai, ce qui concerne la téléphonie et tout ce qui en découle. Oui, vous pouvez compléter. Oui, on ne présente pas le lot 2 en prorogation parce qu'on est passé par Capaki, le groupement de commande Aquitaine, auquel vous pouvez passer également, hein, en tant qu'adhérent à Gironde numérique. Grâce à ça, on avait déjà passé un marché il y a 3 ans ou 4 ans. On avait déjà économisé sur la téléphonie mobile, hein, on avait déjà économisé pas mal. Et là, on a encore, en passant par Capaki, on a encore gagné pas loin de 6 000 € de moins sur l'année en projection. J'encourage au niveau des mairies à regarder ce qui se passe. Ils proposent des marchés très intéressants, et comme vous êtes membre, on passe commande puisqu'on est adhérent, et on ne passe pas les marchés, pas l'obligation de passer le marché puisqu'il est passé déjà par le groupement de commande. Bon voilà, après ces explications,
plus complète de ce que j'avais fait. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Didier. Oui, donc cette délibération concerne l'autorisation de signature de l'avenant du marché de conception architecturale donc, pour la création d'une structure multi-accueil à Séance. Donc, je vous petit rappel, le marché a été notifié le 13 mars 2019 à la maîtrise d'œuvre, donc le groupement Scope Atelier Provisoire SAS Verdi et Madame Vanessa Lédier. Les spécifications techniques initiales ne comportaient pas de mission d'ingénierie en environnement. Donc, l'objectif de cet avenant, donc, et l'objectif principal pour nous est de s'engager dans un projet bâtiment du futur avec une démarche environnementale forte et innovante. Donc, au niveau de la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment, l'optimisation des performances énergétiques du bâtiment, la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, préservation également de la santé des occupants, bien évidemment, qui est très important, l'utilisation des matériaux biosourcés, recours au circuit court pour les matériaux utilisés, et l'accompagnement au montage des dossiers et les demandes de subvention. Donc il y a eu 2 cabinets d'ingénierie qui ont été donc consultés pour cette prestation-là. Il s'agit donc de l'entreprise 180 degrés ingénierie et de l'entreprise, le cabinet Verdi. Donc suite à la commission du bâtiment qui avait eu lieu le 25 juin, cette dernière donc s'est prononcée en faveur de l'atelier 180 degrés ingénierie dont l'offre était légèrement plus basse que Verdi. Donc le coût de cet avenant est de 14 076 € TTC et l'entreprise Verdi était à 15 461 € TTC. Sachant que ça va nous permettre aussi de bénéficier d'une subvention qui n'est pas négligeable de l'ordre de 7 038 € par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc il faut donc autoriser le président à signer donc cette convention, cet avenant concernant donc la délibération et l'autorisation de signature concernant le pôle social de Séance. Des remarques particulières là-dessus? C'est subventionné à combien? C'est important de subventionner la région. Bon. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Donc c'est un accord cadre au niveau des bons de commande, là. C'est une prorogation de 4 mois du marché jusqu'au 31 octobre 2019, afin de terminer les travaux prévus. Il doit y avoir effectivement un peu de retard par rapport à la société. Donc c'est aussi simple que ça. Vous me donnez l'autorisation de proroger le marché pour 4 mois, si c'est possible, qu'on puisse terminer les travaux. Bien sûr, il y aura pas d'incidence financière là-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alain Kérin, c'est la dernière délibération. C'est non pas la plus importante, mais je crois que c'est important. On va parler Scott. Hein? Oui, tu fais là, tu la présentes, et puis après, je pense qu'on aura un petit débat, puis on a la chance d'avoir le président ici, qui a mené ce dossier de A à Z et qui pourra éventuellement nous apporter des précisions nécessaires. Merci. Oui, donc Président, comme vous venez de l'évoquer, le SCOT a arrêté son projet. On est en phase de consultation des personnes publiques associées. On a reçu donc là ce document en phase de consultation donc le 9 juillet. On a donc 3 mois pour prononcer un avis. Donc Inès a préparé une analyse donc, qui vous a été transmise normalement par mail avec un retour qu'on vous avait demandé pour le 30 août, plus tard. Donc il s'agit en fonction des réponses qui ont été retournées à la CDC, donc on vous propose une analyse que je vous propose de lire ensemble. Donc le syndicat mixte du SCOT du Sud-Gironde engagé par délibération du 19 octobre 2011 et 7 novembre 2012 l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du Sud-Gironde. Le SCOT donc a engagé sa réflexion avec comme objectif premier de proposer un projet de développement compatible avec tout d'abord l'équilibre entre espaces urbanisés, espaces agricoles et espaces naturels, grâce à une utilisation économe des sols.
Deuxième objectif, donc l'organisation urbaine propre au territoire concerné ainsi que la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat. Ensuite, la satisfaction des besoins présents et futurs des résidents en matière d'habitat, d'emploi, d'accès aux équipements et aux moyens de transport. L'établissement d'un lien entre l'urbanisation future et le réseau de déplacement collectif pour maîtriser la circulation automobile. Et enfin, la préservation de la qualité des écosystèmes, des milieux et des paysages naturels ou urbains. Donc l'avis de la communauté de communes est le suivant. Donc la communauté de communes Convergence Garonne émet un avis favorable sur le projet du SCOT Sud-Gironde arrêté par le comité syndical du 11 juin 2019 pour les raisons suivantes. Tout d'abord sur la forme, la collectivité se félicite notamment des moyens de concertation à destination des élus mis en place avec de très nombreux comités de pilotage organisés tout au long de la procédure et avec, je rajouterai donc des échanges à chaque fois sur lesquels on a très souvent été entendu. Sur le fond, le D2O, document d'objectifs et d'orientation, fixe des objectifs et des préconisations à l'échelle des EPCI, ce qui laisse une vraie marge de manœuvre au CDC dans le cadre de l'élaboration de leur document d'urbanisme. Concernant les droits à construire, donc la CDC se félicite également de l'instauration du bonus Garonne, qui a été négocié et accepté par l'ensemble des élus du Sud-Gironde. Cet outil de flexibilité est indispensable pour notre territoire qui est très impacté par l'aléa et des inondations, et notamment les pôles et les pôles relais qui se trouvent donc sur la vallée. Néanmoins, la communauté de communes souhaite apporter quelques observations. Alors, ça avait été présenté, j'avais alerté le président du SCOT donc sur un certain nombre de points. On a bien vérifié, ce sont bien des prescriptions sur lesquelles les remarques vont être apportées en suivant. Donc la rédaction des prescriptions du SCOT doit porter sur des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire déclinables à l'échelle des documents de planification. Ce n'est pas le cas de certaines prescriptions. La prescription 15 sur la couverture numérique, la prescription 80 sur le cadencement de la ligne TER par exemple. Il conviendrait donc de procéder à une relecture sous cet angle afin d'enlever les prescriptions qui ne relèvent pas de l'action des EPCI. Le point suivant, la qualité des cartes et des schémas présents dans l'ensemble des documents du SCOT est à déplorer. La lisibilité est rendue difficile, voire impossible, par une qualité médiocre des images. Donc les pixels sont vraiment pas suffisamment précis. La prescription 59, un programme d'action en faveur du renouvellement urbain devra être établi. Cette règle concerne les collectivités engagées dans un PLH, c'est-à-dire plan local de l'habitat. Il conviendrait de le préciser. Prescription 62-63, l'emplacement de ces prescriptions qui parlent de la protection du petit patrimoine pose question. En effet, elles sont intercalées entre deux prescriptions qui ne traitent pas de la même thématique. Il conviendrait donc de les déplacer à un autre endroit du D2O. La prescription 64 et 67, ces deux prescriptions font apparaître des règles différentes quant au recul imposé pour les transitions espace urbain et espace agricole. La règle 64 parle de 20 mètres ou 10 mètres sous condition, alors que la règle 67 parle de 15 mètres. Voilà, donc sur cette règle, il faut harmoniser. Prescription 84, la collectivité s'inquiète sur la règle imposant au CDC de finir la commercialisation de leurs zones économiques existantes avant de se lancer dans la création de nouvelles ZAE. En effet, la zone dont il est question pour Convergence Garonne, Coudane à Landiras, présente encore quelques difficultés de commercialisation, malgré une évolution favorable des ventes depuis quelques mois et années même. Nous demandons la suppression de cette condition sine qua non à la réalisation de nouvelles zones économiques prévues dans le PLUI. Vous savez que nous, par exemple, on a un projet et on travaille là-dessus avec les bureaux d'études, donc il ne faut pas que ce soit bloquant pour qu'on puisse engager le travail et être opérationnel voilà, à terme. La prescription 85, le SCOT demande au CDC de produire une charte paysagère et architecturale pour les sites à vocation économique existante et à venir. Alors, outre le surcoût non négligeable que cela engendre pour les EPCI, les PLUI dernière génération ont des outils pour assurer une bonne intégration paysagère des futures zones d'activité. Les OAP notamment sont suffisantes pour fixer des règles très strictes sur la qualité paysagère attendue pour ces secteurs. Il conviendrait donc de ne pas imposer sous forme de prescription la réalisation de cette charte, mais d'en faire une recommandation. Nous, par exemple, nous n'avons pas prévu, même si on va être très attentif sur la charte paysagère, mais sur les contraintes qu'on va fixer dans les OAP, mais on n'avait pas prévu cette réalisation de charte dans le cadre de notre marché. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire un avenant à ce marché. Et enfin, le document d'aménagement artisanal et commercial est présent 2 fois dans le D2O. Voilà, donc après cet avis favorable et les remarques que vous pourrez faire auprès du président, donc il s'agit de valider cette délibération. Bon voilà, je crois
crois qu'il faut souligner effectivement le travail d'analyse qui a été fait par la commission et par Alain ainsi qu'Inès là-dessus. Je crois que le SCOT a été élaboré dans de très bonnes conditions et je crois que c'est quand même un document qui est maintenant un document pour nous, un document supra qui doit nous permettre de décliner à notre échelle maintenant ces prescriptions de telle manière à faire en sorte que nos plans locaux d'urbanisme soient le plus compatibles possible avec ce document. Alors moi je voudrais remercier d'un côté, je voudrais remercier le SCOT, je voudrais remercier aussi Alain sur le travail qui est fait. Et puis je pense que ce qui est dit dans cette délibération, eh bien, au niveau du SCOT, on essaiera d'en tenir compte de telle manière à pouvoir, cela ce sont des éléments qui vont pouvoir amender ce document. Donc c'est un avis favorable que je vous demande de voter pour le SCOT Sud-Gironde. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Hervé? Oui, quelques mots par rapport à l'intervention. Tout d'abord, merci, parce qu'il y a eu un travail approfondi qui a été réalisé au sein de la communauté de communes, et c'est ce que nous attendons, puisque le but du jeu, par rapport au processus enclenché et par rapport à l'enquête d'utilité publique, c'est bien qu'il y ait des éléments complémentaires qui remontent en termes d'analyse pour améliorer encore le document, sous couvert que bien sûr les remarques puissent être partagées par une majorité des parties prenantes en termes de modification d'écriture. Donc c'est vraiment le travail que nous attendions, et donc merci pour ce travail de qualité. Certaines remarques me paraissent tout à fait entendables, hein. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Vous avez en même temps noté quelques écarts en termes de forme, etc., puisque c'est un document très complexe. Et c'est sûr qu'il y a toujours, même après relecture et relecture, quelques défauts qui sont à corriger. Nous en tiendrons compte. Concernant la demande de produire une charte paysagère, alors pour le coup c'est un sujet qui a été vraiment discuté en groupe, en comité stratégique, sur la position que nous devions adapter par rapport à ça. Alors il y avait une certaine ambition, puisque vous savez que derrière ça, c'est le fait d'essayer de requalifier ou de qualifier des zones de telle manière à ce qu'on voit moins, comme on peut le constater aujourd'hui, des zones qui, effectivement, sur le plan de la qualité paysagère, sont très médiocres en termes d'inscription dans l'environnement. Bon, mais le débat sera remis sur la table hein, par rapport à ça, mais je tiens à préciser que le débat avait vraiment été discuté et argumenté dans ce cadre-là. Donc on va étudier finement donc, toutes les remarques qui sont faites hein, dans ce cadre-là. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que, vous le savez, vous l'avez en tête, hein, l'élaboration de ce type de document nécessite effectivement un processus qui est particulièrement lourd, et surtout un processus d'écoute et de médiation pour que globalement chacun puisse s'y retrouver, d'autant plus qu'on sait que nous sommes sur des documents qui ont un caractère contraignant. Et donc pour faire en sorte qu'il y ait une montée en conscience collective sur l'ensemble des sujets, c'est pas forcément simple. Et donc je crois qu'on a abouti aujourd'hui à un partage qui me semble effectivement, partage des informations et des enjeux, qui me semble très positif. Donc je tiens vraiment à vous remercier les uns et les autres, que ce soit le président de la communauté de communes, Alain, pour sa présence, voilà, l'ensemble du groupe, mais aussi pour ta présence très très régulière, parce que ça a nécessité aussi un engagement en termes de temps et d'énergie, il faut le souligner par rapport à l'ensemble des collègues, qui était quand même relativement important. Et en quittant donc très prochainement la présidence du pôle territorial, je voudrais simplement vous dire, moi, ma satisfaction de voir ce document, je crois, rentrer aujourd'hui et avoir une sortie du tunnel qui semble se dessiner sous des abords effectivement très favorables. Donc voilà, merci à vous tous. Après, il y avait Jean-Claude Bernard qui avait demandé la parole et Guy Moreno en suivant. Oui, alors moi ça va porter sur les zones de recul là, par rapport au domaine agricole. On va du simple au double, 10, d'entre 10 mètres, 20 mètres, voire du 15 mètres. Alors j'ai un projet actuellement de lotissement sur le village de Rions. On est parti sur on est en étude là, en avance, sur une marge de recul de 10 mètres. Alors quelles sont les orientations qui vont être données? Parce que ça peut modifier beaucoup de choses, Président. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent sortir
de vos réflexions là ce soir. Parce que pour moi, j'étais resté effectivement sur 15 mètres, puisqu'il me semblait qu'il y avait une rediscussion, mais... oui, là. Il y a eu plusieurs propositions, ça dépend de la barrière qu'on met en place, c'est-à-dire selon le type de barrière, ou végétale, ou merlon, etc., les distances étaient différentes. C'est juste une harmonisation de ces trois distances en fonction des barrières végétales qu'on peut mettre ou de terre, qu'il faut harmoniser entre les deux prescriptions, c'est tout. Mais en fait, vous avez tout ça dans le D2O que vous avez reçu normalement, et qui est consultable, je pense, sur le site à la fois peut-être sur le site du SCOT, enfin du pôle, et sur le site, je pense, de la CDC. Ce qu'il faut entendre, c'est que la qualité des protections peut permettre de réduire éventuellement les espaces. Hein, c'est ça la réflexion. Et donc c'est la réflexion qui avait été mise sur la table, qui a été également très discutée, parce que c'est une réflexion importante, vous en avez conscience, notamment dans le contexte actuel. Le contexte actuel au niveau national porte très clairement des enjeux par rapport à ça, vous savez très bien qu'il y a une réflexion même gouvernementale à l'heure actuelle sur le sujet. Mais l'intérêt des documents type SCOT et ensuite PLUI, c'est de pouvoir affiner aussi et améliorer le droit commun qui peut être imposé par la loi dans le cadre réglementaire. D'autant plus que nous sommes, nous, sur des pratiques agricoles, plutôt viticoles particulières, c'est-à-dire que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes en fonction de la nature des cultures. Hein, il faut aussi avoir conscience de ces éléments-là. Du coup, on va regarder ça d'un petit peu plus près, puisque le débat peut-être est encore un peu mouvant, mais c'est le but du jeu, en attendant que le document soit définitivement cristallisé. C'est là où on aura la position définitive qui sera soumise ensuite à enquête d'utilité publique. Juste pour préciser, dans le mail qu'avait envoyé Inès aux membres de la CEI, il y avait le lien de téléchargement du D2O. Je pense quand même qu'il est en téléchargement possible, à la fois, en consultation à la fois sur le SCOT, mais aussi via le mail qu'avait envoyé Inès. S'il y a besoin, il suffit de téléphoner aussi, route de Bran, elle vous le retransmettra s'il y a besoin. Juste une réflexion sur la charte paysagère et architecturale pour les sites à vocation économique. Moi, je suis partisan de la maintenir parce que, bien évidemment, on voit sur le bord de la départementale 10 la dérive qu'il peut y avoir avec des entreprises qui sont installées et qui maintenant, le reste des coteaux, c'est quand même, on a le bonheur d'avoir des paysages qui sont de qualité, de grande qualité, et quelque part, il faudrait que, alors je sais pas, on me dit qu'il faut après, les OAP notamment sont suffisantes pour fixer des règles, j'en suis pas sûr, moi, ça. Voilà. Moi, j'étais assez, je pense que c'est dans l'ambiance actuelle, j'étais pour la charte paysagère et architecturale, voilà. Dominique Clavier. Oui, justement, je reconnais parfaitement la qualité du document, la nécessité d'avoir un document cadre et pour se féliciter dans l'esprit dans lequel il s'est déroulé. J'ai participé à pas mal de réunions, c'était à la fois intéressant, constructif, et je pense que le document qui sort présente beaucoup de qualité. Pour ma part, il me laisse quand même un petit goût amer. Je considère que mais c'est sans doute pas spécifique à notre SCOT, réserve un mauvais sort aux communes rurales. Et je pense qu'à terme, le fait de donner très peu de possibilités de développement, même si on peut les comprendre puisqu'il faut réserver de l'espace, on n'a pas imaginé les conséquences économiques que peuvent avoir cette décision sur ces communes et imaginer un système de compensation ou de solidarité qui permettront de maintenir ce maillage de communes rurales. Donc j'ai une inquiétude sur ce point, je crois qu'elle est partagée par des collègues dans d'autres communautés de communes, j'ai pu le voir sur la communauté de Sud-Gironde, je crois que ce n'est pas un problème spécifique à la nôtre, mais j'atterre là-dessus, c'est pour ça que je ne voterai pas par principe. Même si, encore une fois, je reconnais que c'est un document extrêmement intéressant, mais c'est vraiment un sujet qui me préoccupe parce que c'est quelque chose qui va se poser à 10 ou 15 ans. On ne va pas voir ça maintenant, mais quid du maillage territorial à moyen terme, j'ai quelques craintes. Oui, Dominique, bon, on a échangé effectivement sur cette position. Tout d'abord, je voudrais vous indiquer que il y a d'autres éléments d'orientation qui s'imposent aussi au SCOT, dans ce cas de figure, dans des documents qui sont supra, hein, notamment sur les éléments que tu peux indiquer. Mais en l'occurrence, je crois qu'on a réussi à travailler un document
qui laisse une certaine souplesse à l'échelle des communautés de communes. C'est-à-dire que ce document est marqué par le fait que vous allez développer votre projet territorial à travers votre plan local d'urbanisme intercommunal. Et que quelque part, ça vous donne un peu la main pour pouvoir avoir des dispositifs de régulation sur d'éventuels projets qui pourraient être dérogatoires par rapport à certaines orientations du SCOT, mais qui, sous couvert d'une étude et d'une qualité de ces projets, pourraient tout à fait être négociables. Et quand je dis ça aussi sous couvert des services de l'État, puisque nous avons discuté très concrètement là-dessus. En d'autres termes, quand il y a des projets qui semblent effectivement s'inscrire dans un projet communal de manière tout à fait logique, on peut tout à fait négocier un cadre dérogatoire dans ce cadre-là. Donc ça, c'est le premier point de vue, et ça a été très clair vis-à-vis de la DDTM. Le deuxième, c'est que ce document, en plus, a créé des passerelles entre les strates des groupes de communes. Donc on peut transférer du droit à construire entre les groupes de communes. Ça, c'est déjà des éléments qui étaient un élément qui est important dans le cadre de ce SCOT, qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les SCOT. Et en plus, on a créé une voie supplémentaire. Il y avait une barrière rouge qui était infranchissable à un moment donné, sur les strates du haut et les strates du bas, pour faire court. On a créé aussi des possibilités, malgré tout, de transfert sur cette barrière infranchissable. Donc ce SCOT en particulier, par rapport à d'autres SCOT, crée des éléments de souplesse qui sont aussi importants. Et enfin, ça a été souligné par Alain, nous avons négocié avec les services de l'État pour tenir compte de contraintes territoriales particulières, notamment concernant les PPRI, où là on peut considérer que certaines communes qui avaient des droits à construire ne pourront pas forcément tous les utiliser. Et c'est bien dans ce cas de figure qu'on pourra les transférer aussi par ailleurs sur d'autres strates communales. Donc, c'est un document qui, en l'occurrence, crée des éléments de souplesse, mais transfère quelque part ces éléments de souplesse à l'appréciation aussi d'un projet territorial au niveau communautaire. Donc, très honnêtement, Dominique, moi je suis assez rassuré par rapport à ça, parce qu'on a écouté, bien sûr, les différentes remarques. Et en plus, quand on regarde en arrière, on l'a fait aussi avec Alain, en regardant d'un peu plus près les réalités d'hier par rapport aux futures réalités d'aujourd'hui, ne soyez pas inquiets. En fait, vous verrez, il n'y aura pas vraiment de difficultés là-dessus. Alors bien sûr, c'est Hervé Gillet qui parle aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a un droit de revoyure, également, qui fait qu'à un moment donné, on remettra aussi à plat un peu les choses et on verra s'il y a un effet correctif qui est possible ou pas. Donc on a aussi un droit de revoyure dans le cadre de ce document. Donc ne soyez pas trop inquiets par rapport à ça. Et il me semble que cet équilibre qu'on a su trouver et qui renforce en même temps l'approche communautaire au travers du PLUI me semble effectivement tout à fait judicieux. Juste pour répondre à Hervé, moi j'ai parfaitement mesuré les avancées qui ont été faites ou les assouplissements qui ont été apportés à ce document et qui vont dans ce sens-là. Néanmoins, la question que je me pose, c'est pas finalement uniquement une question de transfert de droit à construire, parce que peut-être qu'il ne faut pas en transférer, parce que peut-être qu'effectivement ces territoires ont une vocation pour préserver un système économique, écologique, et qu'il ne faut pas transférer de droit à construire, mais à ce moment-là, quid de leur économie, parce qu'il y a quand même des communautés installées. C'est ça, c'est pas uniquement un transfert. Tu as raison, mais pour le coup, c'est un autre sujet. Mais c'est un sujet que, peut-être dans mes futures fonctions, j'essaierai modestement d'y travailler dessus, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut réfléchir ensemble sur quelle vision peut-on avoir sur la commune de demain et les communes de demain. Et derrière cette vision-là, qu'est-ce qu'on y met? Et comment crée-t-on les conditions pour accompagner cette nouvelle approche des communes de demain sur les petites communes rurales, etc., où il y a forcément aujourd'hui une réflexion en profondeur à avoir, parce que c'est là où se tisse le lien social et le rapport à la citoyenneté. Je suis entièrement d'accord là-dessus, il faut revisiter aussi ces sujets-là. Écoutez, je vous remercie de ce débat. Ce débat est très intéressant. C'est vrai que, tu l'as dit Hervé, c'est un document qui est perfectible quelque part, puisqu'effectivement cette clause de revoyure, donc je crois qu'il faut le faire vivre ce SCOT, il faut l'utiliser, il faut regarder, et puis après, à un moment donné, il faudra effectivement exercer peut-être notre esprit critique pour essayer de le faire évoluer encore mieux, de telle manière qu'il soit beaucoup le plus adapté possible à la réalité de nos territoires. Il y a d'autres remarques avant que je passe au vote par rapport à ce SCOT. Donc la proposition qui vous est faite
par Alain, la commission et moi-même, c'est de donner un avis favorable à ce document. Voilà, donc, qui est contre cette délibération. Qui s'abstient? Lionel Cholon, Madame Meunier, qui vient de partir et qui a donné procuration à Jean-Claude Bernard, Monsieur Manceau et Monsieur Cavaillol, Dominique Clavier, Monsieur Rappé et Madame Penon. Très bien, je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Donc nous avons donné un avis favorable à ce Scott. Merci, Monsieur le Président. Une question diverse quand vous l'abordez, Dominique, c'est par rapport à l'abandon de la participation à l'Office de tourisme. C'est bien ça, hein? C'est pas l'abandon. C'est ma démission. C'est pas la même chose. C'est simplement, n'ayant pas voté le budget de la communauté de communes parce que je ne suis pas en accord sur un certain nombre de lignes, il m'a paru intellectuellement difficile pour moi de la représenter de manière, j'allais dire, neutre au sein de l'office de tourisme. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité démissionner. Voilà, donc Dominique Clavier, qui est plus à l'office de tourisme, il faut le remplacer. Je crois que Jean-Patrick avait posé sa candidature l'autre jour en bureau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient le remplacer à l'office de tourisme ou est-ce qu'on laisse Jean-Patrick prendre la place de Dominique Clavier? Est-ce qu'il y a d'autres? Non, mais bon, je voulais savoir s'il y avait effectivement d'autres... Bon, Jean-Patrick se remplacera donc... voilà. Voilà, l'ordre du jour est terminé. Oui, M. Jean. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire tout à l'heure, deux choses très courtes. C'est remercier les 15 membres de cette assemblée qui ont soutenu ma candidature pour être membre du conseil de surveillance. Donc, merci infiniment de votre confiance. Je prends acte de ce résultat qui va, je pense, surprendre encore cette fois, mais peut-être encore plus que les précédentes, une grande partie des salariés du centre hospitalier. Je félicite Mme Boudel pour sa force de conviction qui lui a permis de l'emporter. Et je m'interroge quand même si dans le cadre de cette élection, un élu suppléant pouvait être candidat au conseil de surveillance. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour vous inviter vendredi, puisque je vous ai souvent embêté avec le jardin extraordinaire. Le soutien de notre collectivité a été arraché de longues luttes. Et donc, grâce à vous, le jardin, entre autres, puisqu'il y a eu un soutien très fort du département. Et donc, je remercie les élus ici présents du département, les représentants qui ont contribué à ce que le département subventionne fortement cette réalisation et qu'elle puisse être effective. L'État aussi a apporté son soutien. Et donc, là, vendredi, enfin, on arrive au bout du processus et à l'inauguration. Donc, vous êtes tous invités. Les premiers légumes sont sortis de terre. 2 écoles de notre communauté de communes ont déjà goûté, ont pu bénéficier des légumes qui ont poussé. Pour information... De classe, pas 2 non, écoles. de cantine. 2 écoles, des cantines. Et pour information, le cuisinier du collège, Anatole France de Cadillac, est venu prendre contact avec le maraîcher pour des projections sur l'année 2020 de production pour le collège. Voilà. Donc, si vous êtes libre, je sais qu'il y a des tas de choses les week-ends, mais voilà, si vous pourrez venir, on vous accueillera avec plaisir. Très bien. Dominique Clavier voulait intervenir. Trois questions rapides. On s'est quitté en juillet sur un désaccord concernant la CLET. Enfin, du moins, on n'a pas pu trouver un accord. Donc, vous avez dû transmettre le dossier au préfet. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles et est-ce qu'on sait comment on va sortir de ce schéma? Deuxième question, le 29 juillet, notre collègue de Massieu vous a adressé un courrier sur éventuellement un vice de procédure. Qu'en est-il de votre analyse sur ce point? Quelle réponse lui avez-vous apporté? Et dans un domaine un peu différent, au mois d'août, avec la région, il a été signé un contrat sur lequel 6 millions d'euros vont être mis sur le Sud Gironde. Est-ce qu'on a des projets d'inscrits? Puisque la communication que j'avais vue dans le journal, il n'y avait pas de projet
cité par Sud-Ouest, mais Sud-Ouest, avec tout le respect qu'on leur doit, n'a pas l'exhaustivité de la communication. Est-ce qu'il y a des projets d'inscrits, à quelle hauteur? Sur le premier point, effectivement, nous avons écrit à Madame la préfète, sous pouvoir de Monsieur le sous-préfet. Nous avons rencontré le sous-préfet de Langon avant le courrier. Les techniciens vont commencer à rencontrer effectivement les services. La DRFIP va s'associer au service de l'État pour essayer de trouver une solution. Et je vous en dirai plus, effectivement, lorsque les choses avanceront. Pour l'instant... on a une date butoir? Non, on n'a pas de date butoir. Le service de l'État n'a pas de date butoir. Mais là, c'est entre leurs mains, Dominique. La deuxième question, c'était en ce qui concerne le courrier de M. Massieu. Alors, on a bien regardé ce courrier, et c'est vrai qu'il s'appuie sur le guide et non pas sur la loi. Donc on va essayer de lui répondre, mais on va lui répondre sur la loi plutôt que sur le guide, parce qu'effectivement, c'est une réponse qu'il faut travailler par rapport à ça. Donc vous lui transmettrez qu'on va lui faire une réponse par rapport à ça. C'est pas une question qu'on m'a demandé de me poser. Non, mais si vous le voyez, vous lui transmettrez, sinon je dirais. Aujourd'hui, il s'est appuyé sur le guide. Et puis la troisième question, c'est vrai qu'on a signé effectivement avec le président de la région à Langon, à l'hôtel des métiers, au lycée des métiers. Et je vais laisser à Benoît, parce qu'il y a une délibération qui avait été prise dans ce sens. Et vous expliquer un petit peu ce qui a été présenté. Oui, alors je ne me souviens plus exactement la date à laquelle nous avons voté cette délibération, peut-être avril ou mai ou juin, je ne sais plus. Voilà. Donc c'est le fruit d'un long travail qui, sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, puisque vous avez eu les contrats de ruralité, on a travaillé sur les contrats de ruralité à l'époque, vous avez été sollicités, enfin les communes ont été sollicitées pour faire remonter leur dossier. Voilà. Hein, non mais très rapide. Hein, donc. Voilà, donc il y a eu ce deuxième travail sur le contrat avec la région, mais au final, entre tous les dossiers que nous avons fait remonter, ceux qui ont été écrémés par les services de la région, puisqu'il fallait que ça rentre dans les fourches-collines du contrat, ce qui n'exclut pas nécessairement les dossiers qui pourraient passer en individuel, je dirais, mais pour notre communauté, il y a 3 dossiers qui ont été retenus, c'est Ponton, les chemins de randonnée, merci, et les liaisons douces. Les liaisons douces. Chemin de randonnée, liaisons douces, tout le programme liaison douce, SR3V, donc schéma régional de véloroute, et donc les pontons. On vous remercie. Voilà.